Chères étudiantes, chers étudiants, je pense que depuis la dernière séance qu'on s'est vue, nous avons essayé de tracer l'évolution de la théorie linguistique, bien entendu, mais surtout de l'avènement de la sociolinguistique. Donc vous savez très bien que la sociolinguistique elle est arrivée à un moment où la théorie linguistique s'est tellement développée et elle a essayé de toucher différentes dimensions de la grammaire, de la langue et autre chose. Alors la sociolinguistique, elle s'est trouvée face à des problématiques que la linguistique, parfois on peut dire qu'elle a rejetées, parfois on peut dire qu'elle est considérée comme hors norme et ne méritait pas d'être considérée comme des objets d'étude selon les principes de la théorie linguistique. Donc nous continuons notre périple et nous essayons aujourd'hui de vous présenter le processus de socialisation et ses composantes. Le processus de socialisation, on peut très bien le schématiser comme suit. Chaque individu dans la société suit un cheminement et ce cheminement-là peut l'amener vers une destination quelconque. Ce processus de socialisation, il est considéré comme la matrice fondamentale qui permet à chaque individu d'acquérir le maximum d'outils, le maximum de contenus, comme le schéma suivant. Et ces contenus-là peuvent varier selon l'individu, selon le milieu, selon l'espace et selon, bien entendu, le contexte. Donc ce cheminement de ce processus-là va nous servir par la suite à démontrer comme quoi l'individu, parfois à son insu, il se trouve face à des situations et il arrive à interagir avec, mais souvent ça l'interpelle et puis il se trouve face à des difficultés pour interpréter ces situations-là. Pourquoi? Ce processus de socialisation, il se construit au fur et à mesure. On peut dire qu'à partir de 5 ans, chaque individu s'est construit une grammaire qui lui permet d'interpréter, qui lui permet de lire, qui lui permet d'encoder et de décoder. À partir de 5 ans, nous avons un enfant, il est déjà en position et en posture de comprendre pas mal de choses. La force principale à partir de ça lui permet de faire face à des situations chemin faisant dans son cursus au niveau de la société, mais aussi au niveau de sa scolarité. Nous y reviendrons. Donc, à travers ce processus-là, on peut dire que l'individu se construit un capital linguistique, mais un capital aussi culturel que, si j'emprunte le concept de Pierre Bourdieu, lui permet de construire ce qu'on appelle son habitus. Donc cet habitus-là servira à l'individu de faire face à toutes les situations. La définition de cet habitus, vous l'avez, je pense, vous allez le trouver dans les références que je vous ai données. L'habitus, c'est le système générateur de nos comportements. Il nous permet de faire face à toutes les situations, nos faire et nos dire, nos faits et nos dire. Donc il nous permet également de nous constituer un système immunitaire qui nous permet aussi de se défendre et qui nous permet aussi de créer et de faire face à toutes les situations imprévisibles. Donc le processus de socialisation, il est construit, bien entendu, pas d'une manière organisée, mais surtout de manière aléatoire. Par contre, les relais par lesquels passe l'individu, ce sont d'abord, quand on est enfant, c'est la famille, le premier relais qui nous construit, si vous voulez, le référentiel de notre parcours au départ. Ce relais qui est la famille nous donne les b.a.-ba, nous donne les principes, nous donne les valeurs, nous donne un tas de choses que peut-être notre cheminement dans la vie va nous permettre de vérifier, d'infirmer ou de confirmer. Ce premier relais-là, il n'est pas anodin parce qu'il s'inscrit à l'intérieur d'une stratification sociale. Cette stratification sociale, on peut la représenter comme suit, c'est un dessin très ordinaire et vulgaire. Cette stratification-là, elle est pyramidale. Donc la pyramide en question, elle se construit comme ainsi. Donc nous avons classe A, nous avons classe B, nous avons classe C. Pourquoi ?
parce qu'on peut très bien trouver dans une ville donnée, ou dans un douar donné, ou dans une cité donnée, différentes composantes de la société. Donc nous avons des gens qu'on peut considérer dans une classe supérieure, qui ont des moyens de vie, des milieux de vie, des standards de vie, d'un certain niveau. Nous avons une classe moyenne, la classe B, et nous avons une classe populaire. Donc les individus se différencient ainsi, mais avec cette différenciation, ils ont aussi ce qu'on peut appeler habitus A, habitus B, habitus C. Donc ces habitus-là ne justifient pas la position de l'individu pour qu'il soit ainsi, parce qu'il y a un grand principe dans cette stratification et qui lui permet peut-être d'être pérenne et d'exister tout le temps, c'est le principe de la mobilité sociale. Donc on peut le dessiner ainsi, n'est-ce pas? Donc la mobilité sociale, ça a toujours un niveau d'ascension, c'est-à-dire on part d'un point zéro et on va vers un point supérieur. Donc cette mobilité sociale, la mobilité sociale pousse les individus d'une manière ou d'une autre par différents moyens d'essayer d'aller au-delà de la position où ils se trouvent au sein de la pyramide, de la société. Et donc pour nous, un individu quelconque qui se trouve dans une classe C, il fait tout pour aller vers la classe B. Tous les moyens sont bons. Donc nous avons le relais de la famille, mais ce relais de la famille, si je me trouve dans une classe C, parfois il me pose j'ai des difficultés parce que tout simplement pour aller faire des études supérieures ou pour me permettre d'avoir une situation plus confortable que la situation dans laquelle je me trouve, donc il me faut des moyens. C'est une position objective. Donc il y a le travail qui peut permettre aux gens de se trouver les moyens pour mouvoir, pour bouger, pour aller d'une position à une autre. Il y a aussi le deuxième relais fondamental qui est l'école. Donc l'école suit aussi et contribue dans cette mobilité et facilite aussi la mobilité pour les individus. Quel que soit leur niveau, l'école il devient aussi un élément fondateur de cette mobilité, de cette dynamique sociétale et qui donne aux gens l'opportunité de se positionner et de se repositionner au sein de la société. Donc la mobilité, l'école, via cette mobilité sociale, permet aux gens d'acquérir des niveaux supérieurs avec ce qu'on appelle les diplômes. Donc cette mobilité sociale, il est légitimé par la famille, parce que la famille pousse les gens à aller de l'avant, la famille leur donne les moyens linguistiques, culturels en fonction de chaque position, et aussi il leur donne la légitimité de se servir de tout ce qu'il peut avoir dans leur environnement afin d'accéder à une strate quelconque. Là, la donne change quand on arrive au niveau école. Avec cette stratification que nous avons dessinée, elle peut être dessinée, interprétée comme ainsi. Donc nous avons l'input, donc toutes les strates sociales peuvent accéder, bien entendu, à l'école sans aucun problème, l'égalité des chances. Donc ça c'est l'input, n'est-ce pas? Et durant ce processus de socialisation, il y a aussi le processus de scolarisation. Donc la scolarisation obéit à des règles, à ce qu'on appelle des normes. Les normes pédagogiques, des standards. Donc chaque individu qui rentre dans ce processus, il est évalué. Chaque individu qui rentre au sein du système scolaire, il est évalué. Par rapport à quoi? Par rapport à une norme. Et c'est là où on trouve le marché linguistique et la stratification linguistique. Donc les individus dans la société, appartenant à des sociétés données, ayant acquis un certain ensemble d'habitus d'habitus culturels, linguistiques, etc., ils se trouvent à travers l'école dans une confrontation à d'autres réalités proposées, mais surtout imposées par la norme. Quand quelqu'un qui a grandi dans un milieu où il a appris la langue
dialectale ou une langue maternelle quelconque, quand il arrive à l'école, donc l'école impose ses normes. Donc il doit, s'il choisit comment dirais-je, quand je parle des étudiants au niveau universitaire, quand il choisit un département, il choisit le département par rapport à ce qu'il a maîtrisé au sein de la société, à ce qu'il lui est offert comme moyen pour se défendre, pour s'inscrire au sein de cette société. Donc le processus de scolarisation obéit d'une manière ou d'une autre au processus de socialisation. J'ai plus de moyens pour m'inscrire dans un département de langue étrangère parce que dans mon milieu, j'ai eu la chance d'avoir des ingrédients pour pouvoir me familiariser. Je suis passé par l'école primaire, secondaire en ayant maîtrisé un certain niveau de langue. Donc je me trouve au sein de la faculté avec une orientation, avec un choix qui me permet de m'inscrire dans tel ou tel département. Donc le processus de socialisation, c'est un processus qui d'abord valide les acquis du marché linguistique, valide les acquis de l'habitus et permet à l'individu, au garçon, aux filles, l'étudiant, étudiante, de se positionner au sein du système scolaire. D'où la projection dans cet output. Donc c'est un étudiant qui rentre dans un département donné, dans une faculté donnée, dans un système scolaire donné, il suit le processus et à la fin il se trouve projeté vers une dimension quelconque, dimension 1, dimension 2, dimension etc. Plus qu'on maîtrise via le processus de socialisation au niveau d'un processus linguistique, processus scolaire, plus qu'on maîtrise une langue donnée, plus qu'on va plus loin dans notre parcours. C'est-à-dire un étudiant qui se sent confortablement dans le système de telle ou telle langue, il ne va pas s'arrêter après une licence à la fin de son cursus, malgré d'autres variables qui peuvent lui obliger à quitter les rangs de la faculté pour aller chercher du travail. Mais il acquiert en filigrane un certain ensemble, une certaine immunité qui lui permet d'aller plus loin et de pousser son cursus, puis après dans un doctorat. C'est ce qu'on appelle l'élite, la crème, les bons élèves que les sociolinguistes appellent, avec à bon escient comme les héritiers du système scolaire qui peuvent porter et permettre à l'école d'être un système pérenne qui va plus loin et qui assure, si vous voulez, son existence et ses valeurs pour les générations futures. Donc le marché linguistique, bien entendu, c'est un marché linguistique qui est à la fois légitimé, évalué et promu au sein d'une stratification donnée. Mais reste aussi, aujourd'hui, avec tout ce qu'on peut voir, que tout ce système-là que nous avons dessiné à travers ces schémas-là, aujourd'hui, il répond ou il répondait à un certain paradigme. Donc le paradigme sur lequel nous avons construit la sociolinguistique ou toutes les interprétations des concepts sociologiques sur lesquels la sociolinguistique travaillait, aujourd'hui ils sont mis en cause. Ils sont mis en cause d'une certaine manière parce que le système actuel dans lequel nous vivons est un système qui subit des changements à une vitesse exponentielle, qui subit des changements au niveau des connaissances, qui subit des changements au niveau de la structuration de la société. On parle aujourd'hui d'une restructuration sociétale. La restructuration sociétale ne détruit pas la stratification qui existait, mais essaye de l'élargir, de permettre aux individus de vivre d'autres expériences sur lesquelles, ou d'autres paradigmes, ou d'autres moyens sur lesquels la société des années du siècle dernier, elle est en train de, si vous voulez, la société du siècle dernier est en train de disparaître parce que la société du nouveau monde, elle est en train de se reconstruire. Comment? Tous les spécialistes parlaient des révolutions au niveau de la vie des sociétés, révolution industrielle, révolution culturelle, etc. Aujourd'hui, on parle de la révolution des connaissances. Les nouvelles technologies ont forcé la main à tous les systèmes de se revoir différemment et autrement. D'ailleurs, au niveau
universel. Le système scolaire, il est en train de subir une révolution au niveau changement radical que l'humanité n'a jamais vécu. Pourquoi? Parce qu'il y a d'autres paramètres qui sont rentrés en jeu et qui ont façonné et qui façonnent le visage des individus, qui façonnent les habitudes des individus, qui façonnent le paysage des différentes sociétés. Donc les individus, d'une manière ou d'une autre, sont obligés de suivre pour aller de l'avant et renouveler leurs connaissances, qu'ils le veuillent ou non, afin d'obtenir, de se positionner différemment. Les métiers, ils ont changé, les profils, ils ont changé, donc le système scolaire aussi, il est en train de subir des changements radicaux et soutenus par la révolution technologique. Les uns et les autres sont en train de devenir en quelque sorte les maîtres de la situation, c'est-à-dire aujourd'hui un étudiant, la preuve, nous sommes aussi en train de faire des exercices forcés à cause de ce coronavirus, mais nous sommes déjà aujourd'hui dans le futur de l'enseignement. C'est-à-dire nos étudiants, ils peuvent s'inscrire à la faculté, mais nous pouvons travailler avec eux à distance. Les établissements aussi sont en train de se révolutionner et mettre entre les mains des étudiants et des enseignants et des chercheurs de nouveaux outils, de nouveaux paramètres pour réussir, si vous voulez, cette révolution des connaissances et se positionner dans l'avenir des sociétés et des individus. Le marché scolaire, comme nous avons dit, il subit des modifications, des changements, des évolutions. Les générations des années 70 étaient formées dans un marché scolaire qui répondait à certains besoins au niveau sociétal. Donc les individus, quand ils rentrent dans ce processus de scolarisation, ils avaient un objectif, c'est d'être employés, d'avoir un diplôme et de pouvoir, sans aucun problème, se positionner, s'inscrire au sein de ce que lui offre la société et surtout de ce que la société a besoin. Au fur et à mesure, les sociétés se développent, le marché scolaire aussi, parce que les besoins de cette société évoluent avec l'évolution économique des sociétés. Le marché scolaire doit répondre, ce qu'on lui reproche aujourd'hui, c'est qu'elle n'est pas en parfaite adéquation avec le marché du travail. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le marché du travail, il est à l'affût de profils et des métiers qui peuvent répondre aux besoins des entreprises. Alors, quand on parle du marché scolaire, on n'est jamais dans une société donnée, on a fait l'étude sur de longues années et créé un référentiel qui peut durer toute la vie. Donc toutes les sociétés du monde ont essayé à chaque fois de répondre à ces besoins, mais toujours avec du retard. On peut dire que la société elle est plus en avance que le système scolaire. Donc quoi qu'on fasse, chaque fois, on est obligé d'inventer, on est obligé d'anticiper pour permettre aux gens, aux individus, c'est-à-dire les étudiants quand ils rentrent à l'école, de répondre à ces besoins-là. Donc les enjeux institutionnels avec les enjeux du marché économique forcent le marché scolaire de devenir un marché beaucoup plus complexe. Et cette complexité devient aussi beaucoup plus difficile car le marché linguistique dont issus les différents profils qui viennent à l'école n'ont pas le même niveau d'acceptabilité, niveau d'insertion au sein de ce système dont on parle. Quand on est dans un milieu avec, comme j'ai dit, le relais de la famille qui n'a jamais eu le bénéfice d'un certain niveau d'apprentissage, d'un certain niveau d'instruction, donc l'élève, il se trouve avec des difficultés. Il doit se défendre, il doit se construire un capital linguistique qui lui permet de s'insérer et de s'adapter au nouveau système scolaire et aux nouvelles normes que lui impose l'école. Dans ce cas-là, il y a ce que Bourdieu appelle les rescapés. Quand il a étudié Bourdieu le système scolaire en France et en Algérie aussi, il a fait différentes projections. Il trouve que à cause de cette stratification-là, les étudiants
acquièrent un certain niveau de scolarité, mais avec difficulté. Il y a 2% des paysans qui arrivent à accéder à l'université, parce que le système de l'école ne fait pas de cadeaux. Le système de l'école essaye d'encourager les bons élèves. Vous êtes bon élève issu de n'importe quelle classe, vous pouvez avoir une place et vous pouvez aller très loin. Vous avez des difficultés, alors le système vous permet de choisir d'autres chemins et essayer de vous positionner au sein de cette stratification scolaire. De toute façon, l'école, partout dans le monde, elle a imposé ces normes afin de répondre à certains besoins latents. Ces besoins-là dépendent parfois de la structure, du schéma que la société offre. Nous avons ce qu'on appelle le système public, nous avons ce qu'on appelle le système privé, et nous avons à l'intérieur de ces systèmes-là, nous avons ce qu'on appelle le système des écoles supérieures. Donc un étudiant, quand il rentre à la fac, il se trouve face à une panoplie de choix, et en fonction de ses capitaux, de son capital de base, il va choisir l'orientation qu'il peut. Beaucoup d'étudiants dans notre faculté par exemple, dans notre université par exemple, issus de milieux défavorisés, et ils choisissent des disciplines scientifiques, des disciplines où les mathématiques sont choisies et données, si vous voulez, comme favoris à ces étudiants-là. C'est-à-dire les étudiants qui n'ont pas les moyens de maîtriser la langue, ils ont aussi les moyens de s'insérer dans ce système qui leur permet de devenir en quelque sorte des ingénieurs, qui peuvent passer des écoles pour devenir des médecins, pour devenir des gens des écoles, des ponts et chaussées. Et la majorité d'étudiants que nous connaissons, ils ont aussi le choix de faire des écoles qui leur permettent de devenir par exemple des agrégés au niveau des langues, etc. Donc le système scolaire, il offre une panoplie de situations, de cadres qui permettent aux étudiants de s'insérer et par la suite de devenir en quelque sorte les profils que la société cherche afin de soutenir ce développement qu'il souhaite tant. Donc processus de socialisation, marché linguistique, marché scolaire, habitus, enjeux institutionnels, paradigme et changement des connaissances, tout ça doit être revu, tout ça doit être repris afin de permettre à la sociolinguistique d'être beaucoup plus dynamique et permettre aussi à l'école de se positionner afin de permettre aux étudiants de bénéficier d'une formation adéquate qui répond aux besoins du marché économique.